revenir sur les mutations BRAF, donc toujours dans le cancer colorectal métastatique. Là, c'est une étude rétrospective publiée dans le JCO sur les mutations non BRAF V600E. Le contexte de cette étude, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus, donc, dans le cancer du côlon métastatique, il faut absolument, quand on initie un traitement, avoir les statuts mutationnels, RAS, RAF, etc. Et le statut BRAF, avec notamment la mutation V600E, est un facteur pronostic majeur. En fait, c'est une médiane de survie de 12 mois environ, donc les chimiothérapies sont intensives et malgré tout, le pronostic est très mauvais. Sauf qu'avec la généralisation des techniques, notamment de séquençage à haut débit, on se met à rechercher et à avoir en fait de plus en plus d'informations moléculaires sur les tumeurs métastatiques. Et maintenant, donc, on identifie de plus en plus de mutations qui ne sont pas BRAF V600E, en sachant qu'en fait, on connaît assez mal l'impact pronostique et thérapeutique de ces mutations. Il y avait une étude avec 10 patients qui avaient regardé deux de ces mutations non V600E, qui avaient émis l'hypothèse en fait que, et des résultats préliminaires, que finalement c'était de meilleurs pronostics. Et donc l'objectif, c'est une étude rétrospective multicentrique de cohorte qui a été réalisée pour en fait étudier les caractéristiques cliniques, épidémiologiques de toutes les mutations non V600E de BRAF qui ont été identifiées en NGS dans 3 gros laboratoires des États-Unis. Et donc le plan de l'étude, en fait, c'est qu'ils avaient, en poulant les trois centres, il y avait à peu près 10 000 patients, enfin 9 600 patients. Ils ont identifié 208 qui avaient des mutations qui n'étaient pas V600E et le reste donc était non V600E. Donc évidemment, ils se sont intéressés ensuite pour ces patients qui n'étaient pas mutés V600E. Ils ont fait 2 cohortes. Une cohorte de BRAF mutant V600E pour comparer les pronostics et une cohorte de wild type, finalement, enfin ceux qui avaient des données cliniques. Et ils avaient également donc là les données de follow-up pour 101 patients qui étaient non V600E. Donc les résultats en termes de mutations trouvées chez ces patients, la majorité c'est des mutations au niveau du codon 594, mais finalement ça s'échelonnait quand même et il y avait un assez large panel de mutations avec une prévalence qui était de 2,2% de tous les patients et ça représentait quand même 21%, donc 1 sur 5 des mutations BRAF qui finalement étaient sur des codons différents. Et donc là c'est pour rappeler en fait les 3 centres globalement avaient à peu près le même pourcentage et ça donnait 2,2%. Donc c'est quand même un petit nombre de tous les cancers métastatiques, ça reste sur une étude rétrospective. Et donc déjà en termes d'épidémiologie, en fait les premières informations intéressantes, c'est à la fois ils confirment ce qu'on savait sur les mutations BRAF V600E et finalement ils montrent que ces mutations qui sont non BRAF ont une épidémiologie différente. Donc il y a moins de prédominance féminine, les BRAF V600E c'est plutôt plus de femmes et donc là c'est l'inverse. Les tumeurs sont plutôt de bas grade. Et après, en termes de où sont les métastases, il n'y a pas de différence sauf au niveau de la carcinose péritonéale. Dans les mutations BRAF V600E, il y a plutôt plus de métastases péritonéales et dans ces non V600E, moins de métastases péritonéales. Après, ils se sont intéressés au côté aussi de la tumeur parce que ça a aussi un impact pronostic. Dans les BRAF V600E, c'est plus à droite et plus de mauvais pronostics. Et là, c'est moins l'inverse. Par rapport ils se sont également intéressés au statut RAS. Et je redis juste en fait, à chaque fois ça a été comparé à la fois par rapport à la cohorte de BRAF wild type
et par rapport à la cohorte de BRAF V600E. Ça leur permettait en fait de faire les comparaisons par rapport aux deux. Et donc il y avait donc, le statut race dans les non V600E, donc c'était 26%, et par contre très peu dans les BRAF V600E. Donc c'était pas une mutation exclusive, donc on trouvait parfois. Ouais, on trouvait parfois en fait justement là pour le coup on connaît encore moins l'impact pronostic des mutés races et mutés non. Mais là on sait si c'est des patients vierges de tout traitement ou s'ils ont eu éventuellement des traitements avant. Non, ça en fait ils n'avaient pas les études, enfin sur les traitements que ces patients ont reçus, non, il n'y avait pas de données. Moi j'ai un patient qui a les 2 mutations mais qui n'est pas une V600E, qui est la 581. Ouais. Et je peux vous dire que le pronostic, c'est pas du tout celui de la V600E. Ouais. Mais il a la particularité aussi d'être muté sur le gène Sur le KRAS. RAS, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et alors pareil par rapport au MSI, donc on le disait tout à l'heure, il y a une dans leur étude, il y avait 30% environ de patients qui étaient BRAF V600E et MSI, et en fait là il y en a moins, donc les BRAF non V600E sont plutôt moins MSI. Et donc ensuite ce qui est en fait intéressant, c'est qu'ils ont fait des études à la fois en analyse univariée, en analyse multivariée, en faisant des modèles de Cox pour finalement regarder la survie globale sur les données cliniques de ces patients. Et donc là en fait c'est par rapport aux V600E qui ont une médiane de survie, donc là dans leur étude à 11,4 mois, là on atteint 60,7 mois. C'est encore mieux en fait que les patients qui ne sont pas mutés BRAF. Donc là c'est des études, ils ont fait des modèles de Cox en probabilité pour montrer ces pronostics. Non mais c'est mieux par rapport, je veux dire, aux patients qui sont wild type BRAF, sans s'associer indépendamment de KRAS. Ouais, indépendamment du statut race. Et donc ça en fait ils ont mis 2 parce qu'ils n'avaient pas toutes les données cliniques dans tous les centres, donc ils ont fait des imputations pour revenir sur la cohorte de tous les patients, et après ils ont confirmé ça également dans le centre qui avait envoyé toutes les données cliniques. C'est laquelle la courbe des BRAF non Alors les non V600E c'est les gris là, ici. Là ici vous avez les white type. Et ici, là, pour les V600E, le pronostic, clairement, il est... Et c'est significatif entre... C'était significatif, ouais. Non, pas entre ces deux. Non, c'est pas possible, parce que là, t'as un intervalle, c'est gigantesque, et puis le nombre de patients, de toute façon... C'est impossible de prouver... Ouais, on peut dire quand même que c'est à peu près la même chose. Ouais, puis là, pareil, voilà, il y avait peu de patients, donc, mais entre gris et jaune, c'était pas significatif. Alors après, ils se sont intéressés en fait au type de mutation et à l'impact de ces mutations, parce qu'il y a des mutations BRAF qui vont activer l'activité kinase, des mutations qui vont inactiver l'activité kinase. Ils ont également fait des études de comparaison de survie, et finalement, ce qui est plutôt intéressant en tout cas, ils ne trouvent pas des différences de survie selon le type de mutation entre une activité kinase activée et une activité kinase inactivée. De même, au tout début, je vous avais montré, c'est la mutation 594 qui ressort le plus. Ils ont également regardé si c'était pas cette mutation qui était présente dans une bonne proportion de leurs patients qui donnait cet effet sur la survie globale. Et en enlevant en fait ces patients-là, on retrouve quand même l'effet sur la survie globale pour ces patients non V600E. Et donc, en discussion, donc, déjà donc, la mutation BRAF, les mutations BRAF non V600E sont vraiment rares, c'est 2,2% des cancers du côlon métastatique. En même temps, le pronostic, comme je vous l'ai montré, est tellement différent des V600E que ça a une vraie valeur pronostique, voire thérapeutique. Évidemment, ils ont confirmé finalement les résultats sur les V600E de BRAF, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus
de femmes, ils sont plus vieux, c'est plus de côlon droit, plus de haut grade, plus de MSI, et il y a plus de carcinose péritonéale. Et donc le pronostic est effroyable avec une médiane à peu près 12 mois de survie. Donc pour ces BRAF, la médiane de survie allongée à 60 mois, ça reste une étude rétrospective, donc il faut prendre ces chiffres avec prudence. C'est l'inverse de ce qui est dans les V600E BRAF. Ça a probablement une implication thérapeutique en termes de traitement, puisque les V600E, on les traite avec, c'est en général folfirinox, Avastin, vraiment intensif. Probablement qu'on peut être moins intensif, en tout cas au début, pour ces patients. Il y a aussi une question qui se pose, c'est, on a vu tout à l'heure, il y avait des patients qui étaient mutés RAS, donc ça on n'a pas trop l'impact pronostic du fait d'être non V600E et muté RAS. Et également, est-ce que finalement il y a une mutation, il y a une résistance aux anti-EGFR quand on a ces mutations BRAF non V600E? Ça c'est une question qui est non résolue. Et après, il propose des pistes thérapeutiques en fait en termes de possibilités de thérapie ciblée, parce que dans les patients qui sont BRAF mutés, finalement il y a une hyperactivation de la voie ERK. Et donc par un mécanisme moléculaire, et ça interagit avec CERAF, donc des inhibiteurs spécifiques de la dimérisation BRAF-CERAF pourraient avoir un impact. Après ça reste vraiment des hypothèses et des pistes de travail. Mais ça aussi pour la V600E, pourquoi plus pour celle-là que pour la V600E? Parce que ça, il y a un mécanisme rétrograde, mais je sais plus. Il y a un rétrofeedback. Oui, il y a un rétrofeedback en fait dans la V600E et qui les anti-ERK n'ont pas été testés en fait. Ils ont été testés avec les anti-MEC dans les BRAF V600E. Mais pas dans les V600E en fait. Donc pour conclure déjà sur cette étude, c'est une étude donc, rétrospective qui est quand même intéressante en termes de méthodologie, parce qu'elle reprend quand même 3 grands centres. Il y a 10 000 patients en tout qui ont été analysés. On trouve à la fin, il y a quand même 200 patients avec ces mutations non V600E qui ont été retrouvées. Et donc, voilà, ça reste une étude rétrospective, mais de plutôt bonne qualité et intéressante en fait pour explorer les impacts de ces mutations non V600E qui n'ont pas du tout le même pronostic, en sachant que ce sera difficile en fait de faire des études de cohorte longitudinale chez ces patients de façon prospective, parce qu'en fait c'est quand même que 2,2%. On en a tous un. Voilà, et malheureusement une double mutation. Moi j'en ai un aussi. J'en ai un en effet qui est une. C'est difficile de savoir en fait quelle va être. Probablement qu'il faut les traiter plutôt comme les on va dire non BRAF, parce qu'en fait voilà, l'impact pronostic est quand même. Le truc, moi j'ai une question, moi je dois dire, je ne sais pas si mon centre, quelle mutation BRAF mon centre recherche. Je sais qu'il recherche la V600E, je ne sais pas s'il recherche les autres, je ne sais pas ce qui est fait dans les plateformes, je ne sais pas quelles sondes il y a sur les différentes plateformes, je ne sais pas si les plateformes ont chacune une façon différente de rechercher BRAF. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à ça. Non, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est vrai qu'ils recherchent un panel de mutations et qu'ils trouvent donc des. Oui, mais pour chercher, il faut que tu aies la sonde mutation BRAF. Et je sais pas moi ce que font les plateformes. Tu sais toi, Benoît? Je pense pas qu'il y ait d'homogénéité même entre les laboratoires de ville. C'est pour ça, parce qu'en plus ces mutations rares de BRAF, il y a probablement une grande hétérogénéité des plateformes dans leur recherche, parce que ça dépend de la sonde qui est mise dans le panel de NGS, et à mon avis, sur ces mutations, les plateformes n'ont pas du tout les mêmes. On peut dire que probablement si on ne trouve pas la mutation V600E, entre guillemets, ils ont un meilleur pronostic, mais au moins ils n'auront pas été traités comme des V600. Probablement, ce qui est relativement intéressant, c'est de voir que c'est rare. Parce que là, c'est pas. Ils vont chercher, donc finalement, voilà, est-ce que ça a un intérêt de les rechercher? Pas évident. On a l'impression qu'elles se comportent vraiment comme les non-BRAF mutés, effectivement, et comme les BRAF wild type.
Parce que Ça répond juste à une question, c'est que quand on trouve accidentellement une Cette mutation, mutation, comment on la considère? ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire de la double mutation, c'est qu'actuellement, toute la question, parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans la littérature, sur l'ADN circulant, il y a des auteurs qui trouvent des taux de double mutation de plusieurs KRAS, de BRAF, d'autres qui en trouvent pas. Et donc en fait, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que c'est la sensibilité de la technique ou est-ce que c'est la pression thérapeutique qui engendre les mutations? Là, voilà, est-ce qu'un patient qui a 2 mutations, actuellement, c'est assez rare d'avoir 2 mutations, elles sont a priori exclusives, sauf probablement chez les patients qui ont une pression d'un anti-EGFR, où là, je pense que là, Aziz a montré ça, et que là, sous pression du traitement, les mutations qui sont théoriquement exclusives ne le deviennent pas. On voit plusieurs mutations de KRAS ou des mutations de KRAS et de BRAF. Nous, on a traité des patients de BRAF V600E par une association de dabrafénib, de panitumumab et d'anti-MEC. Et on a regardé les mutations et clairement, on a des mutations de KRAS qui apparaissent en cours de traitement par panitumumab chez des patients BRAF mutés. Après, ce qui est dommage ici, en fait, c'est qu'on n'a aucune donnée sur quel traitement les patients ont reçu. C'est rétrospectif, mais voilà, ça aurait été intéressant de savoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?